La guerre des codes, Ngo et la bataille secrète pour le trône du Cameroun. Imaginez. Vous êtes dans le palais le plus surveillé du Cameroun. Derrière ces murs épais, se joue en ce moment même une guerre que personne ne voit, mais que tout le monde ressent. Ce n'est pas une guerre de balles. Ce n'est pas une guerre de tranchées. C'est une guerre de codes. De fils. De données. Une guerre silencieuse, froide, chirurgicale. Un homme a décidé, un beau matin de mars, de s'emparer de quelque chose d'extraordinairement précieux, les oreilles du palais présidentiel. Toutes les communications. Tous les téléphones. Tous les mails. Tout. Et cet homme, ce n'est pas n'importe qui. Restez jusqu'à la fin. Parce que ce que vous allez entendre aujourd'hui, c'est l'histoire d'une ambition qui ne se cache plus. Partie 1. Contexte tes faits, le palais sous tension. Pour comprendre ce qui se passe au sommet de l'État camerounais, il faut d'abord comprendre une réalité que beaucoup préfèrent ignorer, le Cameroun est dirigé par un homme de 93 ans. Paul Biya. Président depuis 1982. Un règne de plus de 40 ans. Une longévité politique qui force le respect, mais qui force aussi les questions. Les questions que l'on chuchote dans les couloirs feutrés de l'Etoudi, dans les antichambres ministérielles, dans les salons diplomatiques de Yaoundé, et après. Qui? Comment? Quand? C'est dans ce contexte d'incertitude profonde, d'une transition qui n'a pas encore de nom mais qui se prépare dans les têtes, que l'on doit lire l'acte posé par Ferdinand Ngo. Mais qui est Ferdinand Ngo, pour ceux qui découvrent ce nom? Ferdinand Ngo, c'est le secrétaire général de la présidence de la République du Cameroun. Un poste qui, sur le papier, ressemble à celui d'un grand administrateur. Un coordinateur. Un facilitateur. Mais dans la réalité camerounaise, c'est bien plus que cela. Le secrétaire général de la présidence, c'est le gardien du temple. C'est celui qui filtre, qui transmet, qui oriente, qui décide parfois de ce qui arrive jusqu'aux oreilles du chef de l'État et de ce qui n'y arrive jamais. Ngo occupe ce poste depuis 2011. 15 ans. 15 ans à graviter dans le premier cercle du pouvoir. 15 ans à apprendre les rouages, les hommes, les secrets. Et selon plusieurs observateurs, 15 ans à construire méthodiquement une influence qui dépasse largement les attributions officielles de sa fonction. On l'appelle parfois, avec une ironie à peine voilée, le ministre du ciel, de la terre et de la mer. Parce que selon certaines sources proches du palais, ces tentacules s'étendent bien au-delà de ce que prévoit l'organigramme officiel. Mais ce n'est pas tout. Car le 1er mars 2022, Ferdinand Ngo franchit un cap, il sort de l'ombre. Il signe une note. Une note qui, selon le journal L'Indépendant, va provoquer un séisme silencieux au sein des services de la présidence. Cette note est adressée aux personnalités les plus stratégiques du palais. Le directeur du cabinet civil, Samuel Mvondo Ayolo. Le directeur de la sécurité présidentielle, le général Ivo de Sansio Yenouo. Le chef d'état-major particulier de la présidence. Le commandant de la garde présidentielle, le colonel Charles Raymond Bekoo Abondo. L'intendant principal de la présidence. Et l'ensemble des conseillers techniques et chefs de structure interne du secrétariat général. En d'autres termes, il écrit à tout le monde. Simultanément. D'un seul coup. Et le contenu de cette note? Simple. Direct. Presque brutal dans sa formulation. La direction de l'informatique de la présidence, une direction qui se trouve sous l'autorité directe de Ngo, doit désormais prendre en charge l'ensemble des codes, des réseaux, des systèmes de télécommunications et des communications informatiques du palais présidentiel. Traduction, tous les téléphones. Tous les mails. Tous les réseaux Internet. Tout ce qui circule à l'Etoudi devait passer sous le contrôle d'une seule direction. La sienne. Et pour couvrir cette manœuvre d'une légitimité difficile à contester, Ngo choisit une formule précise, calculée. Il n'écrit pas, sur très haute instruction présidentielle, une expression devenue selon certains observateurs trop banale, trop répétée, parfois même instrumentalisée. Non. Il choisit une formule plus directe, plus solennelle, d'ordre du président de la République. 4 mots. 4 mots qui signifient, cette instruction vient du sommet. Cette instruction est incontestable. Obéissez. Mais voilà où les choses deviennent intéressantes. Partie 2. Le conflit, quand le palais dit non.
Une note signée d'ordre du président de la République, dans la logique d'un système hiérarchique comme celui du Cameroun, cela ne se discute pas. Cela ne se négocie pas. Cela s'exécute. Sauf que cette fois-ci, la note est restée lettre morte. 2 hommes, en particulier, ont refusé d'obtempérer. Et ce ne sont pas des hommes ordinaires. Le premier, c'est le général Ivo de Sansio Yenwo, directeur de la sécurité présidentielle. Un homme dont l'histoire personnelle est intimement liée à la survie même de Paul Biya au pouvoir. Nous y reviendrons. Mais retenez ce nom. Le second, c'est le colonel Charles-Raymond Beko Abondo, commandant de la garde présidentielle. L'homme qui, au quotidien, est responsable de la protection physique du chef de l'État. Ces 2 hommes, selon les informations rapportées par l'Indépendant, ont catégoriquement refusé de transférer les codes et systèmes de communication sous l'autorité de la direction de l'informatique contrôlée par Ngo. Et leur refus n'était pas simplement une question de rivalité personnelle ou de guerre d'ego. Leur argument, au fond, est d'une logique implacable: donner à un seul homme le contrôle de toutes les communications du palais présidentiel, c'est créer une vulnérabilité sécuritaire majeure. C'est potentiellement exposer les conversations privées du chef de l'État. C'est concentrer dans une seule paire de mains une information qui devrait être protégée par des systèmes cloisonnés, redondants, contrôlés par des entités distinctes. En langage de sécurité, on appelle ça un point de défaillance unique. Et dans un palais présidentiel, c'est une hérésie. Mais ce n'est pas tout. Car derrière ce refus technique se cache une rivalité bien plus ancienne, bien plus profonde. Les relations entre Ngo d'un côté, et le général Ivo et le colonel Beko de l'autre, sont décrites par plusieurs sources comme extrêmement tendues depuis plusieurs années. Ce n'est pas un secret dans les cercles proches du palais. Ngo aurait, selon certaines informations, tenté à plusieurs reprises de faire évincer ces 2 officiers de leur poste. Sans succès. Et cet échec répété n'a fait qu'alimenter une tension qui couve depuis longtemps. Pourquoi Ngo voudrait-il se débarrasser de ces 2 hommes? La réponse, peut-être, se trouve dans la question suivante: que représentent ces 2 officiers dans l'architecture du pouvoir camerounais? Ce sont des hommes de loyauté directe. Des hommes dont l'allégeance va en premier lieu à la personne de Paul Biya, et non à un système, une faction ou un réseau. Des hommes qui, par définition, représentent un contre-pouvoir naturel à toute tentative de captation du palais. Et c'est précisément là que le conflit prend toute sa dimension politique. Mais attendez. Parce que l'histoire du général Ivo mérite qu'on s'y arrête. Elle éclaire tout ce que vous lisez entre les lignes. Partie 3, révélation et décryptage, le général, le coup d'État, et le secret des tout dit. Nous sommes en avril 1984. Cela fait à peine 2 ans que Paul Biya a pris le pouvoir, succédant à Amadou Ahidjo dans des conditions qui restent encore aujourd'hui sujettes à controverses et à interprétations multiples. Dans la nuit du 6 au 7 avril 1984, Yaoundé est réveillé par des coups de feu. Des éléments de la garde républicaine, la garde d'élite formée sous Ahidjo, composée majoritairement de soldats du Nord, lancent une tentative de coup d'État contre le régime Biya. Les combats font rage. Le palais présidentiel est directement visé. La situation est chaotique, confuse, dangereuse. C'est une de ces nuits où les destins basculent. Et c'est dans cette nuit-là qu'un jeune officier fait un choix. Un choix qui va définir toute sa carrière, toute sa trajectoire, toute sa relation avec le pouvoir. Cet officier, c'est Ivo de Sansio Yenwo. Il choisit le camp des loyalistes. Il contribue à organiser la riposte. Il contribue à préserver l'intégrité physique du chef de l'État. Paul Biya survit. Le coup d'État échoue. Et Paul Biya n'oublie pas. En 2004, soit 20 ans après cette nuit fatidique, il nomme Ivo de Sansio Yenwo directeur de la sécurité présidentielle. Un poste qu'il occupe depuis lors. 2 décennies à la tête de la sécurité du chef de l'État. 2 décennies à construire une relation de confiance qui, dans un système comme celui du Cameroun, vaut de l'or. Et c'est cet homme-là que Ngo aurait tenté de faire partir. Plusieurs fois. Sans jamais y parvenir. Mais ce n'est pas tout. Car il y a une autre dimension à cette histoire, une dimension que l'on évoque rarement mais qui mérite d'être posée clairement. Le général Ivo de Sansio Yenwo est originaire de la région du Nord-Ouest. Une région anglophone. Et dans un Cameroun traversé depuis plusieurs années par une crise anglophone profonde, une crise aux ramifications politiques,
militaire et humaine considérable, la présence d'un officier général anglophone dans le premier cercle de confiance du président est un signal. Un symbole. Un équilibre. Le faire partir, ce n'est donc pas seulement perdre un homme de sécurité compétent. C'est potentiellement perturber un équilibre symbolique que Paul Biya a soigneusement entretenu. Et Ferdinand Ngo, lui, est originaire de la région du centre. La région de Paul Biya. La région qui incarne depuis des décennies le cœur du système de pouvoir camerounais. Coïncidence? Calcul? Stratégie? Laissons cette question ouverte. Mais gardez-la en tête. Revenons maintenant à la note du 1er mars 2022. Pourquoi ce jour? Pourquoi à ce moment précis? Plusieurs analystes de la politique camerounaise notent que cette période correspond à une intensification visible des manœuvres autour de la question de la succession présidentielle. L'état de santé de Paul Biya, ses absences prolongées à l'étranger, ses apparitions publiques de moins en moins fréquentes, tous ces éléments alimentent une spéculation permanente sur l'avenir du régime. Et dans ce contexte de transition pressentie, contrôler l'information, c'est contrôler le récit. Contrôler le récit, c'est contrôler la narration de la succession. Et contrôler la narration, c'est peut-être contrôler la succession elle-même. La note de Ngo ne serait donc pas simplement une question administrative de réorganisation des télécommunications présidentielles. Ce serait, selon certaines lectures, un acte politique de premier ordre. Un acte de positionnement. Un acte qui dit, à ceux qui savent lire entre les lignes, je prépare l'après. Mais attendez encore. Parce qu'il y a un détail que l'on a peut-être trop vite survolé, et qui mérite toute notre attention. Les techniciens de Cantel, la Cameroun Télécommunications, l'opérateur public national, qui était jusqu'alors préposé à la supervision des télécommunications présidentielles, ont été renvoyés à leur administration d'origine. C'est Ngo qui l'aurait ordonné. Pourquoi est-ce important? Parce que Cantel, en tant qu'entité publique distincte, représentait une forme de neutralité technique. Ces agents n'appartenaient pas à un réseau politique particulier. Ils étaient, en quelque sorte, des gardiens neutres d'une infrastructure sensible. Les remplacer par une direction placée sous l'autorité directe du secrétaire général de la présidence, c'est donc supprimer cette neutralité. C'est substituer à un acteur technique indépendant un acteur politiquement positionné. Et pour ceux qui connaissent la politique africaine dans ses profondeurs, ce type de manœuvre n'est pas anodin. Il s'inscrit dans une logique bien connue, avant toute transition de pouvoir, il faut maîtriser les flux d'informations. Partie 4. Analyse satirique, le Cameroun, ses palais, et ses hommes qui n'oublient jamais. Permettez-moi maintenant de vous parler franchement. Nous sommes au Cameroun. Un pays où la politique ne s'explique pas seulement avec des organigrammes et des textes officiels. Un pays où, comme on dit chez nous, le couteau ne coupe pas l'eau, mais l'eau finit toujours par ronger la pierre. Ferdinand Ngo est au secrétariat général de la présidence depuis 2011. 15 ans. Pensez-y. Dans la politique camerounaise, 15 ans au même poste stratégique, c'est une éternité. C'est une longévité qui, en elle-même, raconte une histoire. Les ministres passent. Les directeurs généraux passent. Les gouverneurs, les ambassadeurs, les DG de sociétés d'État, tous finissent par être chaufflés, déplacés, remplacés. Mais Ngo, lui, reste. Il reste et il observe. Il reste et il apprend. Il reste et il tisse. Et maintenant, selon plusieurs sources, il agit. Mais voilà ce qui est savoureux dans cette histoire, et je pèse mes mots. L'homme qui voulait contrôler toutes les oreilles du palais, s'est retrouvé bloqué par des hommes qu'il ne pouvait pas faire partir. Parce que dans un système de pouvoir patrimonial comme celui qui prévaut au Cameroun, il existe des hommes intouchables. Des hommes dont la valeur se mesure non pas à leur titre ou à leur grade, mais à l'histoire qu'ils partagent avec le prince. Des hommes qui ont été là dans les moments où le destin pouvait basculer. Le général Ivo était là en 1984. Dans la nuit des coups de feu. Dans la nuit où tout aurait pu s'arrêter. Et cela, aucune note administrative, aussi bien rédigée soit-elle, ne peut l'effacer. C'est ce qu'on appelle, en politique africaine, la dette de sang. Pas de sang versé nécessairement, mais de loyauté offerte au moment où elle coûtait quelque chose. Au moment où le mauvais choix pouvait signifier la mort, la prison, la disgrâce. Ces dettes-là ne s'oublient pas. Et ceux qui les portent ne se font pas remplacer par une note de service. Mais ce n'est pas tout.
Car il y a une ironie presque cinématographique dans cette situation. Ngo, pour justifier sa prise de contrôle des télécommunications, invoque l'argument de la sécurisation. Il veut sécuriser les réseaux. Protéger les communications. Renforcer la cybersécurité présidentielle. Et ce sont précisément les responsables de la sécurité du palais qui lui répondent « non ». L'homme qui dit vouloir protéger est perçu par les protecteurs comme une menace. Réfléchissez à ça un moment. C'est presque digne d'un roman de Le Carré. Parce que la question que se pose naturellement le général Ivo et le colonel Bécot est simple, si toutes les communications passent par une seule direction, contrôlées par un seul homme, qui surveille ce seul homme? Qui contrôle le contrôleur? Qui écoute celui qui écoute tout le monde? En matière de sécurité, la redondance et le cloisonnement sont des principes fondamentaux. On ne met pas tous ses œufs dans le même panier. Surtout quand ce panier appartient à quelqu'un qui, selon certaines sources, a ses propres ambitions. Et parlons de ses ambitions, puisque c'est là le cœur du sujet. Dans les cercles politiques camerounais, la question de la succession de Paul Biya est devenue l'obsession permanente. Chaque nomination, chaque remaniement, chaque discours, chaque absence du président est analysée, décryptée, interprétée à l'aune de cette question centrale, qui après Biya? Plusieurs noms circulent. Plusieurs réseaux s'activent. Plusieurs stratégies se déploient. Et dans ce jeu d'échecs à l'africaine, où les pions avancent masqués et où les coups de maître ressemblent parfois à des maladresses calculées, Ferdinand Ngo s'est depuis longtemps positionné comme un acteur majeur. Il contrôle le flux des informations vers le président. Il gère le calendrier des audiences. Il décide, dans une large mesure, de qui voit le président et quand. Il est, selon certains observateurs, le filtre entre Paul Biya et le reste du monde. Désormais, selon certaines analyses, il voudrait aussi contrôler le filtre entre Paul Biya et ses propres communications. Ses propres téléphones. Ses propres échanges avec ses proches, ses ministres, ses généraux. Si cela était vrai, et je dis bien si, parce que nous parlons d'analyse et d'interprétation, pas de certitudes établies, ce serait d'une audace presque stupéfiante. Et d'une logique redoutable. Parce que celui qui contrôle les communications du président contrôle ce que le président sait. Et celui qui contrôle ce que le président sait contrôle, en partie, ce que le président décide. Et celui qui contrôle ce que le président décide, eh bien, vous voyez où cela mène. C'est la vieille logique du conseiller du prince. Vieille comme les monarchies. Vieille comme le pouvoir lui-même. Le trône n'appartient pas toujours à celui qui y est assis. Permettons-nous une métaphore, dans la pure tradition satirique camerounaise. Imaginez un chef de famille, âgé, respecté, dont tout le monde attend l'héritage. Autour de lui, des enfants, des neveux, des hommes de confiance. Et il y a l'un d'eux, appelons-le le secrétaire de la maison, qui décide, un beau jour, que désormais, c'est lui qui recevra toutes les lettres du chef, tous ses appels téléphoniques, toutes ses conversations. Pour les sécuriser, dit-il. Les autres membres de la maison, ceux qui ont grandi avec le chef, ceux qui l'ont accompagné dans les moments difficiles, réagissent immédiatement. Non pas parce qu'ils veulent du mal au chef. Mais parce qu'ils savent que celui qui contrôle les yeux et les oreilles du chef finit toujours par contrôler le chef lui-même. Et ça, dans nos familles camerounaises, on appelle ça « manger la part des autres avant même que le repas soit servi ». Mais ce n'est pas tout. Car il y a une question que personne ne pose vraiment, mais qui flotte dans l'air comme une fumée épaisse, est-ce que Paul Biya sait vraiment ce qui se passe dans son propre palais? Est-ce que l'homme qui gouverne le Cameroun depuis plus de 40 ans est pleinement informé des batailles qui se livrent en son nom, parfois contre son propre entourage? Est-ce que la note du 1er mars 2022 a vraiment été signée, d'ordre du président de la République? Ou est-ce une formule commode, utilisée pour donner une autorité incontestable à une initiative personnelle? C'est une question que l'indépendant pose en creux, sans y répondre directement. Et c'est une question que nous posons également, sans prétendre avoir la réponse. Parce que dans les systèmes de pouvoir vieillissants, l'une des dynamiques les plus courantes est précisément celle-ci, les proches du prince commencent à agir au nom du prince, parfois sans le consulter, parfois contre ses intérêts réels. Et le prince, coupé progressivement de la réalité, n'en sait souvent rien. C'est ce que les historiens appellent le syndrome du roi captif. Le monarque règne, mais d'autres gouvernent. Le monarque signe, mais d'autres décident. Le monarque parle, mais d'autres choisissent les mots. Est-ce la situation au Cameroun aujourd'hui? Honnêtement, personne ne peut l'affirmer avec certitude. Mais les signaux,
comme cette tentative de mainmise sur les télécommunications présidentielles, mérite d'être examinée sérieusement. Et les Camerounais, eux, observent. Ils commentent. Ils analysent avec cette intelligence politique particulière qui caractérise les peuples habitués à décoder les sous-textes du pouvoir. Parce qu'au Cameroun, comme on dit, ce qui se dit n'est jamais ce qui se fait, et ce qui se fait n'est jamais ce qui se dit. Conclusion, et maintenant, on fait quoi? Voilà. Nous sommes arrivés au bout de cette analyse. Résumons ce que nous savons. Le 1er mars 2022, Ferdinand Ngo, secrétaire général de la présidence du Cameroun, envoie une note à l'ensemble des responsables sécuritaires et administratifs du palais, demandant le transfert de tous les codes et systèmes de télécommunication présidentielle sous son autorité. Deux officiers, le général Ivo de Sansio Yenwo et le colonel Bekoo Abondo, refusent d'obtempérer, invoquant des raisons de sécurité et une méfiance visible vis-à-vis des intentions réelles de cette manœuvre. La tension entre Ngo et ses deux officiers est ancienne, profonde, et selon certaines sources, non résolue. Tout cela se passe dans un contexte de spéculation intense sur la succession de Paul Biya, où chaque mouvement stratégique est potentiellement un acte de positionnement pour l'après. Et la question qui reste suspendue, comme une épée de Damoclès au-dessus de la République du Cameroun, est la suivante, dans la bataille pour le contrôle du pouvoir après Paul Biya, qui tient vraiment les rênes aujourd'hui? Est-ce Biya lui-même, encore maître de son destin et de ses décisions? Est-ce Ngo, dont l'influence tentaculaire semble se déployer dans toutes les directions? Sont-ce ces officiers loyaux, gardiens d'un ordre ancien, d'une loyauté personnelle au chef de l'État? Ou est-ce, comme souvent dans les grandes transitions de pouvoir, personne vraiment juste une accumulation de forces contradictoires qui se neutralisent, pendant que le temps, lui, avance inexorablement? À vous de décider. À vous de réfléchir. Et surtout, à vous de rester vigilant. Parce que l'histoire du Cameroun, elle se joue aussi dans ces notes de service que personne ne publie. Dans ces refus que personne n'officialise. Dans ces guerres de l'ombre que personne ne déclare. Si cet éclairage vous a été utile, partagez-le. Commentez. Dites-nous ce que vous en pensez. Et posez-vous cette question simple, dans votre pays, qui contrôle vraiment l'information? Et celui qui contrôle l'information, contrôle-t-il aussi votre avenir? La réponse est peut-être plus proche que vous ne le pensez.